Le 17 juillet de 2026, j'ai eu la chance de visiter le château de Benach. Un château qui m'avait particulièrement intéressé depuis que j'ai découvert qu'il est doté d'une façade entière semée de fenêtres gothiques. J'y ai vu une opportunité de tester une hypothèse que je voulais mettre à l'épreuve depuis longtemps. En entrant, j'ai découvert qu'on projetait un documentaire sur l'histoire du château. Curieux de connaître les étapes de construction de cet édifice, je me suis assis afin d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Mais à la place, j'ai entendu un passage si aberrant qu'il m'a poussé à commencer cet enregistrement. Mais des écrits retrouvés nous permettent de décrypter les mystères de la construction du château fort de Benach. Comme cette pièce exceptionnelle, où la justice était rendue. Une salle qui a fait l'objet d'une transformation radicale et impressionnante. Elle tranche incroyablement avec toutes les autres pièces du château, qui n'ont pas du tout la même configuration. Les pièces à vivre, elles sont très petites et mal éclairées, pas bien chauffées. Les gens vivaient dans un inconfort qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Quand les touristes pensent à la France, ils pensent surtout à nos châteaux. En effet, on dit que la France est le pays qui compte le plus de châteaux au monde. Et pourtant, la grande majorité de ces châteaux ne sont pas réellement médiévaux. Certes, beaucoup ont été construits au Moyen Âge, mais ils ont aussi subi de nombreuses altérations au fil des siècles, qui leur ont enlevé leur apparence médiévale. Entre les remaniements de l'époque moderne, les destructions liées aux guerres et l'abandon, et même les inventions néogothiques qui leur ont été greffées au XIXe siècle, par des architectes comme Viollet-le-Duc. Les châteaux, possédant encore des décors et des baies authentiquement médiévales, se comptent sur les doigts d'une main. L'architecture médiévale est devenue muette, impuissante face aux récits imposés par les générations suivantes, animée par un mépris envers leur propre passé. Notamment, on aime répéter que les châteaux au Moyen Âge étaient dépourvus de fenêtres, du fait de leur fonction militaire, et que les pauvres seigneurs et nobles, qui y demeuraient, vivaient dans des conditions obscures et lugubres. Des murs épais, des fenêtres petites et rares. Heureusement que la Renaissance est arrivée pour les sauver de ces donjons inconfortables, grâce à l'arrivée de l'humanisme, de l'art et de la lumière. Une idée faisant appel à l'opposition révolutionnaire entre l'ancien régime obscurantiste et la République éclairée. Mais dites-moi, êtes-vous déjà entré dans un château doté de vraies baies médiévales ? Avez-vous essayé de vérifier ces propos de vos propres yeux ? C'est exactement la question que je me suis posée. Je me suis donc lancé dans une quête pour trouver le plus de châteaux possible dont les baies ont survécu à tous les 10 événements. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais voici ce que j'ai pu trouver. Le château de Falaise, de Montbazon, d'Andelot, de Puyvert et de Châteauneuf-sur-Epte possèdent des fenêtres romanes ou gothiques. Il existe également des châteaux issus du mouvement gothique international, ou tout simplement dont les fenêtres gothiques ont déjà été remplacées par des fenêtres à meneaux. Ce sont le château de Villandreau, de Lavardin, de Germolles et de Morand-sur-Yavre. Sans même entrer dans ces châteaux, certaines choses sautent aux yeux. Tout d'abord, il existe une incohérence chronologique dans ce récit du passage des fenêtres médiévales aux fenêtres dites de la Renaissance. Tout simplement, les fenêtres à meneaux apparaissent pas au XVIe siècle, ni au XVe siècle, mais dès le début du XIVe siècle. Nous pouvons les voir dans le château de Villandreau, et dans certains édifices civils, comme la maison des musiciens à Reims. Il ne s'agit donc pas d'une invention de la Renaissance, mais plutôt une invention fermement médiévale. Étant donné que le château de Villandreau date du début du XIVe siècle, plusieurs décennies avant la peste noire, plusieurs décennies avant les écrits de Pétrarque, et quelques années avant les œuvres de Jean d'Évreux, après son arrivée d'Italie, il s'agit d'un phénomène encore plus médiéval que la peste noire. De plus, l'architecture gothique internationale a vu l'emploi de fenêtres gothiques et à meneaux, tout aussi grandes que celles du gothique flamboyant du XVe et XVIe siècle. Le château de Morand-sur-Yavre possède toujours des fenêtres gothiques aussi hautes que ses étages et plus grandes que ses fenêtres à meneaux.
Malgré l'indéniable chronologie de ces fortifications, je prévois que beaucoup me répondront que cette période constitue une ère de transition entre le Moyen Âge et la Renaissance, attribuant ainsi ces exemples plus à une nouvelle ère qu'au Moyen Âge. Je ne suis pas d'accord avec cette approche. Ceci sert uniquement à nous distraire du fait que tout ce qu'on attribue à la Renaissance est en réalité né du Moyen Âge, socle de la Renaissance. De la même manière que tout siècle est le socle du prochain. Je ne suis pas d'accord avec l'idée de période de transition, étant donné qu'elles le sont toutes. Mais afin de démontrer qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé, il convient de remonter dans le temps. Regardons les châteaux de Falaise et d'Andelot. Le château de Falaise est un château normand, construit par Henri Ier d'Angleterre, fils de Guillaume le Conquérant et duc de Normandie. Il a été construit dans un effort de renforcer le contrôle de ce roi sur les seigneurs normands, après sa prise du pouvoir. Ce château possédait des fenêtres romanes dans les 2 étages supérieurs du donjon, alors que les étages inférieurs sont dotés d'archères. On observe que ce donjon profite d'une position très stratégique. Les façades du nord, de l'est et de l'ouest sont au-dessus d'une colline rocheuse, tandis que le tout est protégé par l'enceinte de la basse-cour. Ces fenêtres romanes sont donc élevées et relativement protégées des lancers de pierre des engins de guerre, qui auraient été forcés d'attaquer depuis la base de cette colline ou bloqués par les remparts et la basse-cour. Nous connaissons également le plan de ces étages supérieurs. Une grande salle de 26 mètres sur 22 mètres de surface en comptant l'épaisseur des murs, probablement divisée en 2 par une arcade centrale. Le côté nord possède 3 baies, alors que le côté sud n'en possède que 2. Cette salle est très grande, avec une arcade créant une séparation partielle des 2 moitiés, ce qui limiterait l'efficacité des fenêtres, en plus de l'épaisseur des murs. Néanmoins, les fenêtres sont grandes et nombreuses. Leur configuration est particulièrement intéressante parce qu'au lieu de reléguer toutes les fenêtres à un seul mur, la salle est éclairée des 2 côtés, ce qui limiterait la perte d'éclairage vers le milieu de la salle. Ceci, renforcé par les arcades créant partiellement un point d'arrivée pour les rayons, plutôt que de les laisser se dissiper dans le vide. Si ce donjon ne profitait pas d'un éclairage homogène, il entrait quand même assez de lumière naturelle pour permettre les activités quotidiennes dans celle-ci, en cas d'absence de lumière artificielle. On peut supposer qu'on serait capable de voir clairement les murs et les meubles de la salle sans être perturbé par l'obscurité. Il existerait aussi beaucoup d'éclairage dans les recoins des fenêtres, là où des bancs ont été creusés dans les tuffeaux, les coussièges. Donc, au pire des cas, la lecture serait possible dans des endroits clés, tels ces recoins et les côtés de la salle. Nous admettrons que les salles inférieures, qui servaient probablement au stockage, à la défense et d'autres fonctions autres que la vie résidentielle, étaient mal éclairées par les archères. Ce château du XIIe siècle, construit par un roi, certes, mais dans un but militaire et un siècle après l'apparence des châteaux en pierre, fait déjà preuve d'une maîtrise de la lumière et d'une répartition astucieuse de l'éclairage selon la fonction et le positionnement de la pièce. Il ne s'agit pas d'un château sombre et inconfortable, mais d'un monument conçu pour la défense d'une part et pour la résidence d'autre part. Nous arrivons maintenant au XIIIe siècle. Le château d'Andelot est une forteresse plantée dans un milieu montagnard et forestier. Il a été construit par Eberhard d'Andelot, un ministérial au service de l'abbaye d'Andelot. Un ministérial était une personne non libre liée à un seigneur mais occupant une office administrative plutôt que de la labeur agraire. Il finissait par obtenir des responsabilités héréditaires liées à des positions, ce qui, au fil des générations, pouvait aboutir à une famille qui ressemblait à la noblesse. Ici, le château a été construit non par la richesse d'un roi, mais d'une abbaye. Il s'agit d'un pouvoir régional et non de la richesse royale ou ducale. En pleine période féodale, et produit par une institution moins aisée qu'Henri Ier, le corps de logis de ce château est impressionnant. Des rangs de fenêtres gothiques tapissent la façade orientale de ce château, regardant la basse-cour. La façade occidentale compte aussi un nombre important de fenêtres, alors qu'il n'est pas du côté de la basse-cour. Elle est néanmoins rendue inaccessible par la pente d'une colline rocheuse, ainsi que par la rempart.
Chaque niveau du corps de logis représente environ 330 mètres carrés hors mur. La division interne de cet espace est inconnue, mais en tant que corps de logis, nous pouvons supposer qu'il était divisé en plusieurs pièces, contrairement au château normand. La répartition des fenêtres ici est également différente de celle de châteaux normands. Elles existent en abondance. Difficilement l'image d'un château dépourvu de baies est conçue uniquement pour remplir une fonction militaire. Il ne s'agit pas non plus d'un château uniquement résidentiel. La position stratégique, l'existence de tours sur les remparts, ainsi que les tours latérales du corps de logis sont la preuve qu'il s'agit bien d'un château fort. Là encore, c'est une forteresse défensible et vivable, une preuve que les baies et l'éclairage n'étaient pas uniquement réservés aux châteaux de la plus haute noblesse, mais un atout présent dans des châteaux de toute gamme. On pourrait relever un défaut dans cet exemple. En effet, quand on pense au château du XIIIe siècle, on pense surtout aux châteaux philippiens. Cette manière de construire les châteaux est à l'origine des châteaux forts typiques de la France au XIIIe siècle. Et en observant ce qui reste, il est vrai que les baies sont rares. Et quand on les voit, ce sont souvent des fenêtres du XVe ou XVIe siècle. Nous les voyons donc comme des résidences conçues pour la défense au dépit du confort. Mais en regardant un peu, il devient apparent que ce qui reste de ces châteaux sont uniquement les remparts et les tours. Les bâtiments intérieurs ont soit été détruits, soit remplacés pendant l'époque moderne. Seule notre imagination nous permet de combler le vide. Nos propos concernant l'éclairage de ces édifices n'est souvent pas fondé sur l'observation du château entier, mais uniquement par la carapace externe et les remaniements des siècles suivants. Mais étant donné que d'autres châteaux de la même époque, voire d'un siècle auparavant, possédaient un éclairage assez remarquable, souvent placé dans les pièces les moins à risque, ne serait-il pas raisonnable de supposer que ces édifices internes étaient dotés de baies ? Même pour les châteaux dont les baies ont été remaniées au XVe siècle, les fenêtres sont construites sur les murs orientés à l'intérieur de la basse-cour et beaucoup moins sur les remparts, comme nous pouvons le voir dans le château d'Ainay-le-Vieil. Je viens de démontrer que les châteaux n'étaient pas dépourvus de grandes baies. Mais il reste à prouver que cela suffisait réellement à éclairer les espaces à vivre des châteaux. C'est pour cette raison que je suis venu visiter le château de Bennac, un château appartenant au seigneur de Bennac quand ce logis fut construit avec ses fenêtres du XIVe siècle. On y voit plusieurs petites chambres éclairées par des baies géminées. Vous pouvez comprendre maintenant d'où vient mon ressentiment contre ce qui a été dit dans le documentaire présenté au château. Mes observations des autres châteaux médiévaux m'ont montré que les châteaux n'étaient pas construits sans considération pour l'éclairage. Pourtant ici, le docteur en histoire Christian Rémy, spécialisé dans les résidences aristocratiques du Moyen-Âge, semble nous dire que les salles à vivre du XIVe siècle étaient petites, mal éclairées et mal réchauffées, contrairement à la grande salle de justice, dotée de fenêtres plus grandes et nombreuses, qui éclairaient beaucoup mieux cette pièce. Il ne faut pas blâmer cet historien, parce qu'on n'est pas sûr qu'il comparait réellement les salles du XIVe siècle à la grande salle. C'est la voix off qui nous donne ce contexte, et les documentaires manipulent souvent les propos des historiens. Néanmoins, le message du documentaire reste peu fondé sur la réalité de l'édifice, sachant que les fenêtres de la salle de justice sur le mur du pignon auraient plus de mal à éclairer toute la longueur de la salle plutôt que les fenêtres du XIVe siècle, de taille non négligeable et éclairant des salles plus petites. Surtout que la voix off nous dit préalablement que ces salles sont dotées de façades moins épaisses grâce à leur emplacement au-dessus d'une colline. Une salle petite est aussi plus facile à réchauffer à l'aide d'une cheminée, un élément présent dans ces pièces à vivre. Après avoir entendu ce passage, je me suis donc relevé, déterminé de découvrir la vérité. En entrant dans le château, mon hypothèse fut rapidement confirmée. Ces salles du XIVe siècle n'étaient en aucun cas sombres, ni inconfortables. Comme vous pouvez le voir sur ces photographies, dans lesquelles la salle paraît plus sombre qu'elle était en vrai, tout était parfaitement visible dans ces pièces à vivre. Le sol, les murs, les meubles. Si une bougie était présente, je n'aurais pas été tenté d'en allumer une. Même pas pour lire un livre.
étant donné qu'on pouvait lire les panneaux, et que j'ai déjà lu dans une salle moins éclairée. Ce n'était pas une lumière aussi intense qu'une chambre moderne, mais c'était confortablement au-dessus du seuil minimal. Dans quel monde peut-on dire que ces salles étaient sombres, alors qu'elles existent toujours et que l'expérience nous montre que cela est faux? Même les escaliers, dont la lumière devait entrer par une cour, étaient assez éclairés pour qu'on puisse voir les marches, même si elles n'étaient pas aussi éclairées que les salles à vivre. Je dois aussi avouer que les fenêtres de la salle de justice paraissaient suffisamment éclairées toute la longueur de la salle de justice, même de manière plus homogène et intense que les salles à vivre. Mais il est difficile d'en être sûr, sachant qu'ils ont installé des lumières artificielles le long des 2 murs latéraux. Ceci ne change pas ma thèse. La différence est uniquement que la salle de justice est plus opulente et marquante que les pièces à vivre, mais pas que ces dernières sont moins confortables que la salle de justice, ou qu'on n'est pas capable d'y vivre agréablement en ce qui concerne l'éclairage. J'en conclus que cette idée que les châteaux du Moyen-Âge étaient sombres est en effet un mythe, une idée reçue, propagée dans les écoles, dans les sites historiques et dans les médias, contribuant à un phénomène plus large qui est la caricaturisation de cette époque. De la même manière que le Moyen-Âge n'était pas une époque plus sombre que les autres époques, les châteaux n'ont pas dû attendre la Renaissance afin de devenir éclairés. Ils étaient toujours des résidences de luxe, construites par la richesse de seigneurs et par le savoir-faire des maîtres artisans, ainsi que les connaissances des architectes. J'aurais pu aussi étendre mon étude aux châteaux des autres pays, comme l'Angleterre, qui au XIIIe siècle a vu la construction de châteaux dotés de fenêtres encore plus impressionnantes que celles de la France. Je pourrais également analyser d'autres critères de confort dans ces châteaux, comme le réchauffage et l'accès aux ressources. Rappelez-vous que quand on parle du Moyen-Âge, il faut toujours prendre les choses avec un grain de sel, parce que les auteurs sont souvent partiels et la voix de nos ancêtres du Moyen-Âge assourdit.